Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Juris et Chicos, le rendez-vous des professionnels qui veulent comprendre et maîtriser la conformité juridique, en particulier la lutte contre le blanchiment de capitaux et évidemment le financement du terrorisme, autrement dit la LCBFT. Alors, je m'appelle Lia, je suis juriste de formation, je suis actuellement en préparation pour devenir avocat. Même si la route est encore longue, il me reste encore plusieurs mois de préparation avant de passer l'examen. Alors en attendant, j'ai décidé de créer un organisme de formation pour lequel je suis formatrice indépendante et consultante dans le domaine de la lutte contre les infractions financières graves. Donc aujourd'hui, je vous propose de poser les bases d'un sujet aussi vaste qu'essentiel, qui est pourquoi la conformité LCBFT n'est plus une option. Alors, que vous soyez chef d'entreprise, professionnel de l'immobilier, banquier, gestionnaire de patrimoine, ou encore responsable d'une petite entreprise ou moyenne entreprise, ce que vous allez entendre aujourd'hui vous concerne directement. Commençons donc par poser le décor, puisqu'il y a encore quelques années, on pensait que la lutte contre le blanchiment de capitaux concernait surtout les banques ou les grandes entreprises. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai, cela concerne quasiment tout le monde. Évidemment, on peut parler de la législation européenne et française, puisqu'elle a profondément évolué depuis les années 2000, avec une accélération notable après les attentats de 2015. Et oui, les attentats de 2015 et les scandales financiers comme le Panama, le Paradise Papers ou encore les affaires de corruption internationale sont des sujets abordés. Et donc l'Union européenne a imposé aux États membres, par une succession de directives de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a donc été stricte en mettant en vigueur des obligations de vigilance, de contrôle et de transparence. Et donc la France les a transposées dans son code monétaire et financier et a confié la surveillance de leur application à des autorités puissantes, puisque les autorités sont l'ACPR, l'AMF ou encore la Direction générale des finances publiques, ainsi que Tracfin. Autrement dit, toutes ces professions qui sont exposées à un risque de blanchiment doivent se conformer aux obligations LCBFT sans aucune exception. Cela concerne donc, entre autres, pour être très précise, les agents immobiliers, les notaires, les avocats, les experts comptables, les banques, les assureurs, les conseillers en investissement financier nommés CIF, les marchands de biens également, puis les plateformes de cryptoactifs, mais aussi également des TPE et PME dès lors qu'elles sont en lien avec des flux financiers à risque, notamment une clientèle qui serait résident dans un pays à risque à l'étranger. Et donc la conformité n'est pas du formalisme administratif, c'est une protection juridique à mettre en place au sein de son entreprise, au sein de sa profession. Et donc, beaucoup de dirigeants voient encore la conformité comme une perte de temps, un ensemble de procédures trop lourdes et sans valeur ajoutée. Et pourtant, c'est exactement l'inverse. Être conforme, c'est se protéger. Voici ma phrase. Ma phrase à moi, que je mets sur les supports marketing, que je mets sur mon site internet, c'est que être conforme, c'est se protéger. Parce que si vous n'êtes pas conforme, eh bien, vous êtes en position de risque. Pourquoi ? Parce que le risque aujourd'hui, c'est d'être poursuivi pour un blanchiment aggravé, pour une complicité, pour un recel et bien d'autres. Être condamné à de lourdes amendes, par exemple, qui peuvent aller jusqu'à 5 millions d'euros pour les personnes morales. 5 millions d'euros, c'est quand même non négligeable pour les personnes morales.
ça correspond à un certain pourcentage de chiffre d'affaires qui est réglementé et qui est justement en vigueur. Vous risquez également de perdre vos agréments professionnels, être interdit d'exercer et surtout perdre la confiance des clients et des partenaires. Voilà, le risque réputationnel est donc assez grand puisque si vous n'êtes pas dans votre conformité et que vous ne respectez pas les obligations réglementaires, eh bien vous risquez à la réputation de votre entreprise. Une entreprise qui ne met pas en place les bons outils de vigilance s'expose donc à des contrôles très brutaux, à des saisies de données, à des procédures judiciaires. Et dans le monde économique actuel, cela peut être synonyme de disparition pure et simple de votre société. Par ailleurs, eh bien, on va parler des collaborateurs, puisque eux-mêmes peuvent être mis en cause individuellement pour complicité passive ou non-dénonciation ou négligence grave, voilà, d'un fait au sein même de l'entreprise. Un collaborateur peut être puni, on va dire, par une répression disciplinaire. Cela signifie que la responsabilité n'est pas seulement du dirigeant, elle est également transversale. Alors le blanchiment, c'est quoi exactement? Entrons maintenant dans le cœur du sujet. De quoi parle-t-on quand on parle de blanchiment de capitaux? Alors le blanchiment, c'est un mécanisme en 3 étapes. Nous avons premièrement le placement qui est une introduction d'argent sale dans le circuit économique légal, tel que le trafic de stupéfiants, par exemple. Et vous avez en deuxième phase, en deuxième étape plutôt, l'empillage ou la dissimulation, c'est-à-dire qu'on va multiplier les opérations financières pour embrouiller la trace, notamment par la création de plusieurs comptes bancaires, etc. Et des placements financiers toutes farfelues les unes que les autres peut-être, mais en tous les cas qui servent de dissimulation aux opérations. Et ensuite, vous avez la réintégration qui est que l'argent réapparaît comme un revenu ou un capital apparemment qui est propre, c'est-à-dire que c'est de l'argent, on va le déclarer comme quoi c'est un revenu fiscal déclaré et que il est propre et donc on l'utilise pour ses biens personnels, acheter de l'immobilier, euh, par exemple, puisque l'immobilier est un secteur où le blanchiment d'argent est peut-être assez complexe, et notamment dans l'immobilier de luxe, et donc la réintégration peut se faire à ce niveau-là. Cela peut prendre forme également de très divers produits, c'est-à-dire achat de biens immobiliers, comme je le disais, au nom par exemple d'un tiers, un prêt fictif à une société écran, on en parlera dans d'autres podcasts, hein, évidemment je vous détaillerai un petit peu les formes très diverses qui existent. L'achat par exemple d'œuvres d'art, de véhicules de luxe, l'utilisation d'une plateforme de crypto-monnaie pour anonymiser l'origine d'un transfert. Voilà, donc voilà. Ensuite, euh, ça peut aussi être beaucoup plus simple. Exemple, un client inconnu qui paye un achat de 150 000 euros en espèces, sans justification économique solide, eh bien, évidemment, c'est un signal d'alerte, puisque vous le savez bien, vous ne pouvez pas accepter plus de 1 500 euros en espèces lorsque vous avez un client en tant que professionnel. Donc, une personne qui achète un bien immobilier à 150 000 euros en espèces, il y a de quoi se poser des questions. Et donc, le blanchiment est souvent connecté à d'autres délits graves, tels que le trafic de drogue, évoqué plus en amont, la corruption, la fraude fiscale, le terrorisme et bien d'autres. Et c'est pourquoi les États exigent une vigilance renforcée de la part des acteurs économiques. Alors maintenant, je vais évoquer le financement du terrorisme qui peut être en lien avec une entreprise. Souvent, on se dit le financement du terrorisme, ce n'est pas mon affaire, mais c'est faux.
l'entreprise peut sans le savoir être utilisée comme un relais, un canal de financement illicite. Et oui, ça existe. Et donc, par exemple, une association humanitaire financée par des transferts internationaux un petit peu flous, une activité de commerce en ligne, utilisée pour faire circuler des petites sommes discrètement, ou un client qui crée plusieurs sociétés à faible activité uniquement pour justifier des mouvements financiers répétés. Voilà, toutes ces situations sont évidemment à risque et donc il faut être vigilant et vérifier vos dossiers clients et partenaires au sein de votre entreprise pour ne pas vous exposer à votre manquement de vigilance à ce niveau-là. Et c'est là que donc la conformité entre en jeu. Alors là, je parle évidemment de conformité juridique. Je ne parle pas de conformité industrielle où je dois aller vérifier des produits s'ils sont bien édictés ou pas. C'est pas mon domaine de compétence. Là, on va parler de conformité juridique. Je précise bien le mot juridique parce que c'est du droit pénal des affaires, du droit pénal financier. Et là, je n'évoque en aucun cas du marketing ou du commerce ou des choses comme ça. Voilà, je préférais établir les choses très concrètement parce que la conformité juridique est encore méconnue en France et elle est à développer et je suis là pour ça. Alors, eh bien, la conformité entre en jeu, elle impose donc certaines obligations. Tout d'abord, l'identification précise du client, notamment par le Knower Customer. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tous les cas, navré pour mon niveau d'anglais archi nul. Mais bon, voilà, ça s'appelle le KYC, quoi. Le KIC. Voilà, c'est l'espèce de document que les conseillers financiers, gestionnaires de patrimoine ou les banques, les assureurs ont l'obligation de compléter pour justement identifier leurs clients, notamment en leur demandant des pièces justificatives, c'est-à-dire tout d'abord une pièce d'identité pour identifier le client. Ensuite, eh bien, elle repose la conformité sur la détection des opérations suspectes, notamment lorsque quelqu'un demande un crédit immobilier, un crédit à la consommation ou un prêt, voilà, un prêt personnel, un prêt travaux, ou voilà, tout ce qui concerne une demande de crédit, eh bien, on va essayer de vérifier, on va détecter les opérations suspectes. Mais également quand elles sont d'origine fiscale, voilà, il y a aussi une détection d'opérations suspectes du côté de la fiscalité, puisqu'il existe également des fraudes à ce niveau-là, et donc il y a des agents qui sont habilités pour faire des détections d'opérations suspectes. Et puis ensuite, la conformité, eh bien, elle repose sur la formation des salariés, c'est-à-dire que la sensibilisation au risque, bien former ses collaborateurs, etc. C'est très important puisque cela évite qu'ils s'exposent à des sanctions disciplinaires, voire pénales. Et également le signalement obligatoire à Tracfin sans délai en cas de soupçon. Voilà, donc un collaborateur, un dirigeant, il a un doute sur le dossier client, voilà, il fait son signalement obligatoire à Tracfin. Voilà. Évidemment, sans informer le client, puisque le client n'a pas besoin d'être informé pour ça. Vous faites dans le cadre de votre agrément professionnel un signalement et donc libre à Tracfin de prendre leurs dispositions pour la suite de l'événement. Voilà. Donc ensuite, eh bien, nous allons passer à alors pourquoi certains continuent d'ignorer la conformité, la conformité juridique. Eh bien, il y a trois raisons principales. Premièrement, la méconnaissance des obligations. Oui, beaucoup de professionnels ne savent même pas qu'ils sont soumis à certaines obligations légales. Ensuite, en deuxième plan, vous avez l'absence de culture de conformité. Dans certaines structures, la conformité est vue comme une contrainte et pas comme une opportunité. Ni une protection, alors que la conformité juridique est là pour vous protéger et pas pour vous enfoncer. Au contraire, c'est juste pour vous éviter des sanctions et vous éviter des sanctions financières et de responsabilité civile ou pénale. Et ensuite, vous avez la troisième raison, c'est la crainte de mal faire. Alors, certains professionnels préfèrent ne rien faire plutôt que de faire une déclaration incomplète
Par exemple, en cas de vigilance, hein, vous avez un soupçon, vous avez peur de faire la déclaration parce que vous avez peur de ne pas donner assez de preuves ou quoi que ce soit, ce qui est en fait une erreur très grave, hein. Même si vous n'avez pas assez d'éléments, vous faites quand même votre signalement puisque vous êtes obligé de le faire dans le cadre de votre profession réglementée. Et donc, pourtant, il existe des outils très simples, des formations accessibles et même des modèles de procédures internes adaptés aux petites structures. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, hein, vous allez sur mon site internet, évidemment, je propose des formations, hein, pour vos entreprises et collaborateurs et également des modèles de procédures internes adaptés aux petites structures, notamment règlement intérieur, voilà. Conclusion, eh bien, être conforme, c'est maîtriser les règles du jeu économique. Et oui, en résumé, la conformité de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est indispensable. Elle vise à protéger juridiquement votre activité, pour préserver votre réputation professionnelle, pour éviter des sanctions graves et pour renforcer la confiance de vos clients, partenaires et collaborateurs. Alors voilà, dans les prochains épisodes, nous irons plus loin ensemble. Nous irons jusqu'à identifier les opérations à risque, de comment les identifier, de quelles sont les obligations concrètes des professionnels, comment faire une déclaration chez Tracfin, quels sont les modèles de cartographie à risque et comment se préparer à un contrôle de la CPR ou de la Direction générale des finances publiques. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a apporté des réponses, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à rester à l'écoute pour la suite. Car la conformité, ce n'est pas du jargon, c'est un réflexe de protection, une clé de survie juridique et une marque de sérieux dans un monde à risque. À très bientôt sur Juris Etikos. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, YouTube, page Facebook. Et je me tiens à votre disposition pour vos questions. À très vite.